Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine Cette économie. Cette économie est un espace de débat impartial dont l'ambition est de délivrer une information économique de qualité au plan international et national. Tout en permettant de décrypter les grandes tendances managériales de l'heure, l'émission fera des immersions au cœur des économies africaines, mais aussi sur celles du reste de la planète, en fixant ses projecteurs naturellement sur les secteurs névralgiques à forte valeur ajoutée, ainsi que sur des problématiques liées au PMI et PME. Notre magazine s'assigne également à la mission de soumettre à la question des grands décideurs susceptibles de faire avancer le débat. Chacune de nos éditions, nous ferons fort de convier des grands décideurs économiques ou encore des grands témoins avec lesquels nous commenterons non seulement les temps forts de l'actualité économique, tout en évoquant avec eux le fonctionnement de leurs entreprises ou de leurs institutions, mais aussi des actions déclinées au cours de leur magistère, sans omettre naturellement des polémiques ou controverses qui auraient pu entacher leur parcours professionnel. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau M. Régis Imongo pour cette émission inaugurale qui est pour le moins spécifique. M. Imongo est le ministre gabonais de l'économie et de la promotion des investissements ainsi que de la prospective. Assurément, nous recevons l'un des membres les plus importants du gouvernement du pays d'Ali Bongo Ondimba, au moment où l'or noir, sa principale ressource financière, est et connaît des vents contraires, alors que le pays était tourné depuis 2009 vers l'horizon 2025 afin d'entrer dans le cercle fermé des pays émergents. Bonsoir, M. Imongo. Bonsoir, M. P. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Alors, vous avez séjourné il n'y a pas très longtemps à Washington. Vous avez participé au comité financier et monétaire du Fonds monétaire international. Et nous savons que vous y avez délivré une allocution très remarquée au nom de 23 pays africains. Mais nous y reviendrons au cours de cette émission. Alors, cette émission que nous souhaitons articuler autour de grandes parties avec notre invité Régis Imongo, et dans ce cadre, nous évoquerons avec lui les problématiques internationales dans un premier temps, et puis dans une deuxième séquence. Nous nous appesantirons sur les questions ayant une portée nationale et touchant au quotidien des Gabonais. Pour soumettre le ministre gabonais de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective à la question, Samporo Nban, l'une des grandes figures de notre rédaction, sera sur ce plateau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage retraçant le parcours professionnel de Régis Imongo. Économiste, titulaire d'un 3e cycle de l'Université de Paris 10 Nanterre, obtenu en 1985, avec comme spécialisation l'économie publique et la planification. À partir de 1988, Régis Imongo sortira lauréat de l'École des services du Trésor de Noisiel en France. Fonctionnaire du Trésor public gabonais dès 1989, 10 années durant, il occupera sans discontinuer des responsabilités qui lui feront gravir tous les échelons au sein de cette institution, au point d'assumer la charge de directeur de la programmation des ressources et des règlements. De façon concomitante, il continuera de suivre des formations spécialisées qui le conduiront au prestigieux Institut du FMI, situé à Washington. En 2000, cependant, sa carrière connaît un grand tournant lorsqu'il est nommé inspecteur général des missions diplomatiques et des postes consulaires au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. Dans la foulée, en 2002, il est promu conseiller financier du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, en charge des relations avec les institutions financières internationales. Au cours de cette période professionnelle, pour le moins fructueuse, pour Régis Imongo, il assumera tour à tour les postes de président du comité interministériel des statistiques, de vice-président de la commission interministérielle de suivi du programme d'ajustement structurel, de président de la cellule de surveillance multilatérale, mais aussi de président du comité de la veille sur la crise financière et de la responsable du comité du suivi des recettes pétrolières, ainsi que de secrétaire permanent du comité gabonais du groupe d'intérêt EITI, Extractive Industries Transparency Initiative. Il reste que toutes ces charges en référence assumées par Régis Imongo durant toutes ces années semblent avoir préparé à entrer en politique. Élu pour la première fois député à l'Assemblée nationale gabonaise, dans le premier siège du département de Mouloundou, à Lastourville, en juin 2010,
Il sera réélu dans la même circonscription en 2011. Mais c'est avec l'accession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature du Suprême en 2009 qu'il intègre pour la première fois le gouvernement en qualité de ministre de l'Énergie et de Ressources hydrauliques. En février 2012, il héritera du ministère des Mines, de l'Industrie et du Tourisme avant d'être propulsé en octobre 2014 au poste de ministre de l'Économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Alors, M. Régis Mbongo, ce portrait correspond à l'idée que vous faites de votre parcours? Je pense. Je le pense. Alors, question suffisante, M. le ministre, avant d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous fait courir? Est-ce l'argent, la gloire ou tout simplement la folie des grandeurs? Non, ce n'est ni l'argent, ni la gloire, ni la folie des grandeurs. Ce qui me fait courir, c'est d'abord un principe d'humilité, de servir mon pays et de servir ma hiérarchie. Il est clair que durant une bonne période, j'ai été un technocrate, je le suis encore. Vous avez signifié que je me suis embarqué dans l'arène politique depuis 2009, suite à la décision du chef de l'État de me prendre comme membre de son équipe. Cela ne m'empêche pas de garder mes amours. Mes amours, c'est Imongo. Imongo, c'est un technicien, c'est un technocrate. Et je suis un apprenti en politique et je demeurerai toujours un apprenti en politique. Alors, est-ce que vous pensez, pour clore ce sujet, est-ce que vous pensez qu'il y a des professionnels patentés de la politique où tout le monde peut aspirer à faire de la politique lorsqu'on veut servir son pays au plus haut niveau? Bon, tout le monde peut aspirer à faire la politique, bon, ça dépend. Déjà, servir son pays en étant technocrate, en posant des actions qui visent à renforcer les capacités de son pays, c'est faire la politique. Maintenant, si c'est la politique au sens que vous décrivez, bon, tout le monde n'a pas besoin de la faire. Il y a ceux qui s'en sortent mieux que certains, et je pense que dans ce domaine, je ne suis pas un professionnel, je précise que je suis un apprenti et je resterai un apprenti. Alors, M. Mbongo, nous allons donc entrer dans le vif du sujet de cette émission et nous allons donc aborder les questions internationales. Et nous savons que vous avez séjourné à Washington il n'y a pas bien longtemps et que vous avez participé au dernier comité monétaire et financier du Fonds international, le 31e, si ma mémoire ne me trahit pas. À quoi sert le comité monétaire et financier du Fonds monétaire international? Bon, le comité monétaire et financier international du Fonds monétaire, comme le comité de développement de la Banque mondiale, ce sont des institutions qui permettent aux États de se retrouver afin d'émettre des avis sur l'évolution du système financier international, du système monétaire, et d'émettre aussi des avis quand il y a des décisions concernant les modifications du statut du Fonds monétaire. Ce comité regroupe 24 pays. Au sein de ce comité, nous avons des ministres des Finances et puis des gouverneurs des banques centrales. Réunion 2 fois par an au cours des assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale et de ce qu'on appelle les spring meetings, ce sont les réunions du printemps à Washington, qui se tiennent le plus souvent en avril ou bien en fin mars. Et dernièrement, nous avons eu donc des spring meetings. C'est l'occasion de passer en revue la situation financière de l'économie mondiale, de voir exactement si, par rapport aux prévisions que nous avons eu à faire au mois d'octobre dernier, l'économie mondiale se comporte dans le sens souhaité. Bon, à l'issue de ce constat, bien sûr, le Comité monétaire et financier international émet des avis au Conseil des gouverneurs. Et cela permet de prendre des décisions afin de pouvoir orienter l'action du Fonds monétaire international. C'est cela le rôle du Comité monétaire et financier international. Et je représente le Gabon, bien sûr, à ce niveau, et le Gabon représente les autres pays. Et donc c'est au titre des 23 pays dont vous avez fait état que j'ai eu à intervenir au cours du dernier Comité monétaire et financier international. Mais qu'est-ce qui vous a distingué pour être représentant de ces 23 pays dont vous avez fait allusion? Non, vous savez, jusqu'à présent, il y avait un principe, il y avait un partage, en fait, au niveau du Comité monétaire et financier international, c'était le Gabon. Donc c'est le ministre des Finances du Gabon qui représentait les 23 pays. Et au niveau du Comité de développement, c'est la Côte d'Ivoire. Mais dernièrement, en 2014, on a pris la décision d'insérer la rotation, permettre aux autres États aussi de pouvoir représenter les pays à la fois au comité de développement et au comité monétaire et financier international. Ça signifie que le Gabon va continuer à représenter les 23 pays jusqu'à la prochaine réunion du printemps
en 2016. Après, il y aurait un relais, ce sera sur le principe de la rotation par ordre alphabétique. Alors, de ce que nous croyons savoir, vous avez, au nom de votre pays dont vous avez fait allusion, vous avez fait une déclaration qui a fait date. Est-ce qu'on peut en avoir la quintessence? D'abord, la déclaration, c'est de constater l'évolution de l'économie mondiale. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, même s'il y a un frémissement, mais il y a beaucoup d'incertitudes, puisque la croissance en 2014 était de 3,4%. En 2015, les prévisions du Fonds monétaire, c'est une croissance autour de 3,5%. Ça signifie que nous n'avons pas encore un rebond de la croissance, même si aujourd'hui, la tendance se poursuit au niveau des États-Unis. La croissance au niveau des pays émergents est là, mais nous avons du moins une réduction de la croissance de la Chine, qui a été la locomotive de la croissance au niveau mondial. Les pays africains connaissent un destin contrasté. Bon, pour les pays exportateurs du pétrole, on assiste à une contraction de la croissance, et d'autres qui bénéficient de l'allègement de la facture pétrolière, une augmentation de la croissance. Alors, tout cela fait ressortir le constat selon lequel il faudrait absolument continuer à avoir des politiques visant à maintenir la stabilité macroéconomique, visant aussi à préserver la viabilité des finances publiques. Bon, sans pour autant briser la dynamique qui a été observée au niveau de la croissance économique. Ça signifie, c'est insérer une petite dose de politique accommodante sans pour autant, je précise bien, remettre en cause la stabilité macroéconomique. Donc c'est cela, la croissance. Le deuxième point, c'était de voir par rapport au calendrier que nous avons arrêté au niveau de différentes réformes du Fonds monétaire 2010. Bon, quel est l'agenda? Si l'agenda évolue normalement. Il y a eu plusieurs réformes qui visent aussi à renforcer la part de l'Afrique au niveau de la décision, au niveau de différentes décisions dans ces différentes institutions de Bretton Woods, et puis d'arriver à l'ajustement des quotes-parts des États. Bon, et dans cet ajustement, l'Afrique ne doit surtout pas perdre sa voix qui est déjà faible. Il faudrait plutôt profiter de ce réalignement, d'augmenter la part des pays africains, et des pays en voie de développement en général, afin qu'ils puissent aussi dire quelque chose. Parce que durant un bon bout de temps, je précise, les programmes du Fonds monétaire, les programmes de la Banque mondiale concernaient les pays africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant c'est un peu nouveau, avec ce qui s'est passé depuis la crise financière, nous avons des États européens qui en fait subissent aujourd'hui, subissent aussi ce choc, et donc on recourt au docteur FMI pour sortir de leur situation. Okay. Le troisième point, c'est de voir comment, puisque nous avons un agenda, 2015, nous avons un agenda au niveau donc des OMD, il faudrait voir quelles sont les actions. Là, le secrétaire général de l'ONU a fait une déclaration durant la 31e réunion du Comité monétaire et financier international pour voir quel serait l'agenda post-2015, en sachant que nous avons toujours les mêmes éléments qui sont là, c'est la lutte contre la pauvreté. Maintenant, il y a un élément nouveau, comment avoir des stratégies qui permettent de renforcer le développement durable. Ça, ce sont des questions très fondamentales qui déjà devaient être abordées lors de la réunion concernant le climat au niveau de Paris en fin d'année, pour que tout cela puisse être intégré dans le cadre de la nouvelle stratégie. Donc voilà, grosso modo, c'est cela, et puis d'autres points, bien sûr, qui sont abordés au cours des réunions. Alors, monsieur Ibougo, nous allons poursuivre cet entretien. On va évoquer la problématique de l'endettement. On sait que le Gabon a choisi l'option de ne plus recourir aux ressources financières extérieures traditionnelles, c'est-à-dire a décidé de mettre un frein à l'endettement qui était le sien depuis plusieurs décennies. Alors, on évoque donc des financements alternatifs. Et de ce que nous croyons savoir, vous en êtes l'un des spécialistes. Alors, en dehors donc de la BAD et puis des investissements directs étrangers, est-ce qu'il y a d'autres perspectives de ce point de vue? Vous savez, bon, c'est pas que le Gabon a décidé de ne plus recourir à l'endettement, puisque nous continuons à effectuer le tirage. Même au niveau de 2015, nous avons des projets dont le financement est prévu par des partenaires multilatéraux ou bilatéraux. Mais il est clair que le Gabon, aujourd'hui, le chef de l'État tient à maintenir absolument la viabilité des publics. Vous savez, en 2008, le Gabon a réalisé une opération qui a consisté à faire une opération de buyback, donc de rachat anticipé de sa dette auprès du Club du Paris. Cette opération a permis de réduire de manière considérable
la dette du Gabon vis-à-vis des créanciers extérieurs. Une question que vous ça a été une action... oui. Quel est aujourd'hui, entre 2009 et maintenant, combien s'élève la dette du Gabon? Vous savez, bon, en fin 2014, la dette du Gabon est de 2600 milliards. Et le gros, bon, 90%, la répartition, 90% c'est la dette extérieure, 10% c'est la dette intérieure. Je disais donc que nous sommes dans des niveaux de dette soutenables. Je précise que fin 2014, le ratio dette par rapport au PIB donc, est de 29%. Ce qui est un niveau largement de ça, de niveau admis dans le cadre de la finance multilatérale de la CEMAC. Donc nous voulons maintenir absolument cela, parce que nous voulons plus revenir à ces schémas qui nous ont totalement compliqué la situation. Le Gabon, si le Gabon a eu à réaliser 8 clubs de Paris, ça signifie qu'on était dans l'incapacité de pouvoir supporter le remboursement de nos dettes. Et donc cette opération de 2007-2008, qui a été menée par le ministre d'État Portungui, a permis de renforcer la viabilité de la dette. Et le chef de l'État tient à la maintenir, même si nous avons recours toujours au financement, puisqu'en 2013, nous avons eu à faire une émission obligataire sur le marché international de 1,5 milliard de dollars. Et nous continuons à recourir à la fois au financement d'Exim Bank, de l'AFD, de la Banque mondiale ou bien de la BAD. Mais un point, maintenir donc la soutenabilité de la dette publique. Et pour maintenir cela, en tenant compte du fait que nous avons un programme ambitieux dans le domaine des infrastructures, il faudrait se retourner vers les financements innovants, comme vous avez eu à faire l'État. Ces financements, c'est quoi? C'est de permettre, à travers des partenaires publics-privés, d'orienter des financements vers les infrastructures à la fois énergétiques, routières et portuaires. C'est possible. Un exemple? C'est possible. Un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons signé récemment avec un opérateur asiatique un partenariat public-privé pour la construction d'un deuxième port minéralier au niveau d'Ovendo. Alors, dans le cas de ce financement de 500 millions de dollars, l'État gabonais ne participe nullement par rapport à ce financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une garantie souveraine qui est donnée par l'État gabonais aux créanciers extérieurs. Donc c'est le recours de la structure privée qui va permettre donc de financer cela. Ça permet de libérer, de créer des marges de financement à l'État gabonais. Bon, un autre exemple de partenariat public-privé, c'est au niveau de ADL. ADL, c'est un partenariat public-privé. Donc des travaux qui se font de remise en état au niveau de l'aéroport, ce sont des travaux qui sont financés par cette structure. L'État est partie prenante, mais l'État n'investit pas à ce niveau. Et pour permettre que le Gabon puisse attirer davantage ce genre de financement, il faudrait avoir un cadre juridique prévisible et stable. C'est pour cela que le chef de l'État instruit le gouvernement de présenter à l'Assemblée, au Parlement, avant la fin de l'année, un projet de loi encadrant les différents partenaires publics-privés. Donc un cadre juridique qui devait permettre d'attirer davantage les opérateurs économiques dans ce genre de stratégie. Nous pouvons le faire dans le domaine routier, en sachant que si aujourd'hui le Gabon signe un partenariat public-privé avec un opérateur et construit une route, on s'accorde sur les péages, sur la redevance, afin de voir sur la période qu'est-ce qui permettrait d'assurer le remboursement sur la base, bien sûr, de certaines hypothèses d'un modèle économique et financier. C'est ce genre de financement que nous voulons absolument recourir pour permettre donc de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, nous allons clore cette première partie internationale en évoquant les problématiques liées à la CEMAC. On sait que la dernière conférence des chefs d'État, c'est-à-dire la 12e de la CEMAC, s'est tenue à Libreville il y a quelques jours. Deux éléments importants, nous avons retenu deux éléments importants, notamment ce qui concerne les APE. Les APE sont les accords de partenariat économique, les accords que l'Union européenne a signés avec des pays d'Afrique. Et dans cette partie du monde, on savait qu'il y avait des blocages et qu'on sait que cette année 2015 devait consacrer un peu la signature de ces accords. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler qu'est-ce que les APE et dans quelles conditions l'Union européenne et l'Afrique a décidé de sceller leur destin commun par rapport à cette thématique? Les accords de partenariat économique viennent à la place des accords de Cotonou. Il est clair qu'à ce niveau, ces accords de partenariat économique ont été mis en place par l'Union européenne pour permettre de renforcer la fluidité dans une option libérale.
des échanges économiques entre les pays ACP. Alors, si dans le fond, il est clair que moi j'ai une vision libérale de l'économie, il est clair que dans le fond, nous ne remettons pas en cause ce principe parce que nous voulons, il est clair que pour que les pays africains puissent devenir émergents, il faudrait que ces pays puissent produire. Il faut qu'ils puissent produire des biens échangeables. Et ces biens échangeables produits doivent être absolument commercialisés sur les marchés extérieurs. Donc, sur le fond, nous n'avons pas de problème. Nous sommes d'accord qu'il est nécessaire de densifier les flux commerciaux entre les pays africains et les pays européens. Maintenant, ce qui nous cause problème, c'est que, inévitablement, le désarmement tarifaire à ce niveau nécessite une période de transition, parce qu'il faudrait d'abord renforcer la densité de nos industries. Si aujourd'hui nous ouvrons totalement, il est clair que les industries gabonaises qui sont encore très faibles ne pourront pas soutenir la compétitivité des autres entreprises qui ont une expertise avérée. Donc il faudrait d'abord construire nos économies pour permettre que ces économies puissent supporter cette concurrence. C'est pour cela que tous les pays, tous les pays au niveau de la CEMAC, tous les pays s'accordent sur cela. Nous avons demandé à l'Union européenne, puisque en tenant compte de ces mesures de désarmement tarifaire, les États vont perdre des recettes. Nous allons perdre des recettes douanières énormément. Nous allons perdre aussi des emplois par rapport aux entreprises dont la viabilité n'est pas de mise. Donc il faudrait évaluer ces pertes pour que, durant cette transition, mettre en place des financements qui permettraient aux États de soutenir la viabilité de leurs finances publiques. Ça, c'est le 1. Et avoir des actions de construction des économies nationales. La transformation qui est une stratégie aujourd'hui des différents pays, à la fois des ressources naturelles, comme le secteur bois, le secteur minier, ce sont ces stratégies qui devaient permettre donc de mieux supporter l'effondrement des recettes de portes par rapport aux différentes perspectives. C'est vrai que le Cameroun a signé un accord de partenariat intérimaire avec l'Union européenne, mais le Cameroun s'est inscrit dans la même logique que le pays de la CEMAC. Le Cameroun aujourd'hui a comme une date butoir, c'est 2016, pour finaliser l'accord de partenariat du Cameroun. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si le Cameroun va signer un accord de partenariat sans que les autres pays de la CEMAC ne soient, c'est la fin de l'union douanière. Bon. Tous les États s'accordent, nous voulons absolument évoluer ensemble. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'avoir une approche sous-régionale pour avoir une position commune. Et quand cette position commune sera cernée, donc l'accord régional signé avec l'Union européenne signifierait donc la disparition de l'accord de partenariat économique intérimaire signé par le Cameroun. Et dernièrement, au cours des réunions de chefs d'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été désigné comme parrain de ces accords. Donc ça signifie que les chefs d'État aujourd'hui ont confié le leadership à l'un de leurs pairs. Pour avancer dans ce domaine, il faudrait qu'on puisse avancer. Parce que le marché européen, ce sont des opportunités. Maintenant, nous devons nous ajuster. L'essentiel est d'avoir des stratégies pesées et de s'accorder sur la période de transition. Écoutez, dans ce contexte exactement, on a beaucoup évoqué aussi la libre circulation des biens des personnes. Et on sait que c'est un serpent de mer depuis de nombreuses années et que manifestement la plupart des observateurs affirment que le Gabon et la Guinée équatoriale ont contribué quelque peu à freiner l'avancée de ce dossier. Quel argument opposez-vous à ceux qui indexent le gouvernement gabonais par rapport à ces problématiques? Bon, vous savez, le Gabon et la Guinée équatoriale, à différents des autres pays, ce sont des pays qui subissent beaucoup l'immigration dans la zone. Donc, c'est normal que ces États puissent, sans s'opposer au principe de la libre circulation, puissent prendre des mesures qui permettraient de garantir, on peut dire, la sécurité au niveau des frontières. Parce qu'il est clair qu'il faudrait que les différents États déjà qui accueillent d'autres immigrés hors CEMAC puissent avoir des politiques bien cernées afin d'éviter que s'il y a déjà une introduction, et comme il y a vraiment une liberté totale, donc ça signifie qu'un de l'Afrique de l'Ouest qui est déjà au Cameroun peut rentrer au Gabon sans difficulté. Voilà pourquoi les chefs de l'État ont exigé certaines mesures de fiabilité au niveau des pièces d'état civil à partir du système biométrique afin de pouvoir garantir cette libre circulation. Bon, vous savez, le Gabon, par rapport à cela, il y a des effets, il y a des avis négatifs parce que le Gabon s'est dit que avec cela, la conséquence serait que les Gabonais seront envahis au niveau du marché du travail. Mais facile la tâche pour faire preuve de pédagogie. Quels sont les avantages pour les Gabon
de signer cet acte additionnel et pour que vous savez, bon, les avantages délégation régionale se mettent effectivement. Bien sûr, les avantages, c'est d'avoir la fluidité. Bon, les Gabonais peuvent aller dans les autres pays aussi, avoir des actions touristiques sans problème. Bon, idem aussi pour les autres pays, les Camerounais, les Congolais, les Guinéens peuvent venir au Gabon, visiter des zones, faire du tourisme. C'est déjà un élément intéressant. Pour le Gabon aussi, un autre élément, il faut s'accorder, ça laisse aussi une ouverture par rapport à la main-d'œuvre. Bon, il faut se dire la vérité, le Gabon a un besoin de main-d'œuvre. L'essentiel est que cette importation de main-d'œuvre puisse aller de pair avec une politique visant à renforcer la qualification gabonaise, donc permettant aux Gabonais aussi de s'insérer davantage au niveau du marché du travail. Mais ça ouvre aussi des débouchés à l'économie gabonaise. C'est quand même bien un marché sûr, de... bien sûr, c'est un marché. Parce que 30 millions d'habitants. Parce que c'est à la fois la liberté au niveau des hommes, mais il faudrait aussi que la liberté au niveau des flux commerciaux puisse être une réalité. Il faudrait qu'une marchandise produite au Gabon puisse être vendue au Cameroun sans difficulté. Parce qu'il faut de la vérité. Nos États ont créé aussi des barrières administratives qui ne disent pas leur nom. Donc il faudrait aujourd'hui que nous puissions avoir un comportement visant le renforcement de l'intégration sur-régionale. Parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas avoir des économies émergentes si nous n'arrivons pas à densifier le commerce au niveau de la sous-région, si nous ne pouvons pas avoir une politique volontariste dans le domaine des infrastructures sous-régionales. Alors, M. Mogo, compte tenu du temps nous est imparti, nous allons aller très vite et avant de poursuivre avec la partie réservée aux thématiques nationales, nous allons observer une petite pause. Nous nous retrouvons juste après. Merci. Alors, M. Mogo, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission en abordant les thématiques nationales. Et après le point, déjà, je vous pose un certain nombre de questions relatives à l'économie du Gabon. Comment se porte-t-elle déjà? Et je peux vous indiquer quelques indicateurs sur lesquels qui peuvent nous situer par rapport à l'état de lieu de votre économie. D'abord, si je vous disais que l'économie gabonaise se porte à merveille, vous direz le ministre de l'économie nous raconte des histoires. D'autant plus que la presse internationale relaie un certain nombre d'informations et certains évoquent même la cessation de paiement. Bon, je viens là-dessus. Que leur répondez-vous? Je viens là-dessus par rapport à ça. Il est clair que, comme le chef de l'État le rappelait lors du séminaire gouvernemental, en période de crise, l'exigence de vérité est impérative. C'est cela. L'économie gabonaise, après avoir traversé des périodes heureuses en 2010 et 2014, avec une croissance moyenne, même si certains sont fâchés contre la croissance, mais la croissance c'est déjà le préalable. Pouvoir distribuer, il faut créer la richesse pour la distribuer. Bien sûr. Donc, a connu une croissance de près de 5,9% en moyenne entre 2010 et 2014. Cette croissance est due principalement au rôle qu'a joué le secteur hors pétrole durant cette période, parce qu'en même temps, le secteur pétrolier a connu une décrue, parce que nous ne sommes plus à des niveaux de production de 18 millions de tonnes qu'on avait dans les années 17-18 millions de tonnes, 97-96. Nous sommes maintenant à un niveau de production de 10 millions de tonnes. Ça signifie que la baisse de la production pétrolière est une réalité qu'il faudrait absolument prendre en considération dans le cadre de la stratégie. Alors, le Gabon subit pleinement le choc brutal du prix du baril de pétrole. Entre mi-juin et maintenant, le cours du Brent a perdu la moitié de sa valeur. Ça signifie... Aujourd'hui, il est de... Aujourd'hui, il est à 70 $. Bon, il est remonté un peu, mais comme vous le signifiez, à un moment, il était dans les environs de 45, 44. Donc 66 $, ça signifie le baril gabonais à peu près à 60, 61. Donc nous ne sommes pas dans un retour positif des cours du pétrole. Et il faudrait que ce soit clair. Le Gabon doit se mettre dans une hypothèse de maintien d'un niveau faible des cours du pétrole sur une période plus longue. Sur 2 ans, peut-être plus de 2 ans. C'est mieux d'avoir cette stratégie. De dire que nous allons connaître une situation difficile, les cours du pétrole ne seront plus les cours d'avant,
100 $, 120 $, 40 $, ça c'est terminé pour une période. Nous sommes dans un contexte baissier. Il faudrait que nos stratégies économiques, nos stratégies de finances publiques puissent tenir compte de ce paramètre fondamental. Est-ce que vous avez des éléments de réajustement? Les éléments de réajustement d'abord. Je précise que dans la loi de finances initiale, nous avions une hypothèse d'un baril gabonais à 80 $, mais dans le collectif qui est sur la table de l'Assemblée nationale, nous avons pris comme hypothèse un baril gabonais à 40 $. Ça signifie un Brent à 45. Donc c'est une hypothèse vraiment prudente et même pessimiste. Et le chef de l'État aimerait même que nous puissions maintenant avoir un prix cible du pétrole. C'est-à-dire que nous nous accordons sur une période, soit 2016-2017, le cours du baril, nous le fixons dans le cas de nos hypothèses, par exemple, baril gabonais à 45 ou 50, avec l'activation maintenant du fonds de stabilisation des recettes issus du secteur de l'industrie extractive. Les excédents qui peuvent être constatés seront logés dans ce fonds de stabilisation. Parce que si le Gabon aurait eu ce fonds de stabilisation, cela aurait permis au Gabon d'être rassuré dans ce contexte de volatilité des cours du pétrole. Bon, oublions le passé, mais nous avons pris cette décision de mettre en place le fonds de stabilisation pour loger tous les excédents qui seront constatés par rapport aux hypothèses prudentes que nous avons eu à prendre. Je disais le baril 40 $ et le coût de dollar à 530 francs CFA. Donc c'est dans ce contexte de prudence, avec comme effet une perte des recettes, puisque nous perdons plus de 430 milliards de recettes par rapport à la finance initiale, mais qui perd des recettes doit s'ajuster en dépenses. Maintenant, le grand problème du Gabon, c'est comment s'ajuster en dépenses. Un poste, la masse salariale. Un point d'accord, aujourd'hui, il est insoutenable. On ne peut plus fuir cette réalité. Le Gabon a une masse salariale insoutenable. 732 milliards de masse salariale, c'est trop. Ça fait 53-54% des recettes hors pétrole. C'est trop. Mais M. Mongo, vous parlez comme les explorateurs des programmes d'ajustement structurel. Mais non, mais vous savez, vous savez... Avec toutes les conséquences. Mais vous savez, malheureusement, quand il y a une situation pareille, la première mesure d'abord, c'est d'avoir un ajustement budgétaire. Mais cet ajustement ne peut être fait dans le désordre. Il faudrait le faire en cherchant à préserver le budget d'investissement. Un investissement structurant. Ce qui change par rapport à la perception passée, par rapport au programme passé. Parce que par le passé, il y avait des ajustements. On ne touchait pas trop au salaire, on ne touchait pas aux dépenses de fonctionnement, mais on prenait simplement le budget d'investissement. Donc, comme ça, on passait d'un niveau de 200 milliards, on ramenait à 120 milliards. Tout cela crée une opération de stop and go au niveau du budget d'investissement. Ce qui pénalise, in fine, la croissance au niveau de l'économie nationale. Donc, les dépenses de fonctionnement, il faudrait avoir une action courageuse à ce niveau. La masse salariale, nous avons un problème. Vous allez dire, parce qu'en même temps, bon, nous avons un nouveau système de rémunération. Le chef de l'État a annoncé des mesures d'augmentation des salaires. Elles seront appliquées, mais en restant dans le cap fixé au niveau de la masse salariale. Mais maintenant, il faut une action audacieuse pour voir comment, de façon progressive, avec des politiques de départ volontaire à la retraite, en permettant aussi de mieux orienter les gens vers le secteur privé, nous arriverons à réduire la masse salariale qui est aujourd'hui, je le précise encore, insoutenable pour la viabilité des finances publiques. Il n'y aura pas de licenciement brutaux non, de la fonction pas publique. brutaux, mais il faudrait une stratégie proposée à certains fonctionnaires de départ volontaire, voilà, à la retraite. Et dans la loi de finances, il y a une inscription. Maintenant, il faudrait... la perspective, 1 an, 2 ans mais il est clair que... 14 mois d'élections présidentielles. Non, mais il est clair qu'un big bang au niveau de la politique de la masse salariale n'est pas souhaité. Et même différentes institutions s'accordent d'avoir plutôt une politique structurelle, progressive, afin de renforcer vraiment la soutenabilité au niveau de la masse salariale. Bon, il y a les autres dépenses de fonctionnement, ce sont les biens et services qui ont été réduits, les subventions. Le grand problème, c'est les subventions des prix du carburant. On a arrêté les subventions de la Sogara, on a libéralisé les importations, mais il reste maintenant à ajuster les prix à la pompe. Et ça, il n'y a pas le choix. Il faudrait que nous puissions arriver à le faire, en sachant, je le précise encore, il faut que les gens comprennent, parce qu'ils ne sont peut-être pas convaincus, les économistes se comprennent, mais il faut expliquer, il faudrait que nous puissions expliquer cela à la population. Aujourd'hui, un exemple, en 2013, l'État a dépensé 250 milliards pour soutenir les prix de carburant. Alors qu'on sait que les subventions de prix de carburant profitent plus à nous, la classe aisée, qu'aux classes pauvres. Il serait souhaitable de rentrer cet argent vers un programme renforçant bien sûr les conditions sociales des Gabonais, ce qui se fait à partir de la stratégie nationale d'investissement humain. Voilà, comme vous êtes pris par le temps, ce que je peux dire à ce niveau.
Après, monsieur Mongo, vous avez parlé tout à l'heure de la croissance qui était qui tourait les 5% à peu près. On parle beaucoup de croissance, que ce soit vous, vos collègues du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne des Gabonais qui sont toujours en but au chômage et à la cherté de la vie? Vous avez raison, c'est tout à fait juste. Et les Gabonais ont raison. Ils n'ont pas tort. Comment ça se traduit au quotidien? La qualité de la croissance est essentielle pour voir l'impact de cette croissance sur l'économie, sur l'emploi. Le Gabon a connu une croissance, mais cette croissance n'est pas suffisamment inclusive. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas de créer énormément d'emplois, elle ne permet pas de réduire la précarité au niveau des populations. Pour que cette croissance puisse être plus inclusive, il faudrait que l'économie puisse être diversifiée. C'est là où nous avons des raies de croissance. C'est là où il y a la création des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries qui emploient plus de Gabonais, de personnel dans le cadre de leurs activités. Pour qu'il y ait la croissance, il faudrait que nous puissions renforcer nos politiques de transformation. Je prends un exemple simple. Le complexe métallurgique de Mwanda, qui transforme peut-être près de 4% de la production de manganèse, crée 420 emplois directs, le même en indirect. Alors que Comilog, qui produit 3,8 millions de tonnes, 3,7 millions de tonnes, a des effectifs de près de 1500, 1600 personnes. Vous voyez? C'est la démonstration qu'il faut que nous puissions aller, comme le chef de l'État l'a insisté auprès du gouvernement, vers la transformation sur place d'une partie de nos ressources. À la fois dans le secteur forestier, dans le secteur minier, dans le secteur agro-industriel, dans le secteur de la pêche. C'est cela qui devait permettre de rendre la croissance davantage inclusive et d'avoir un effet multiplicateur sur l'économie afin de donner des perspectives d'emploi aux jeunes et aux populations gabonaises. Mais à cela aussi doit s'accompagner des politiques cohérentes à la fois au niveau du capital humain. Parce que, comme je le disais, le Gabon veut aujourd'hui une remontée dans la chaîne de valeur. Parce que c'est l'élément qui a un effet positif au niveau de la création des emplois. Mais nous sommes confrontés à une réalité, une insuffisance de qualification par rapport à certains emplois. L'industrie du bois, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voulons encourager la troisième transformation. Mais vous rencontrez les industriels de bois, ils sont confrontés par rapport à certains métiers. Les affûteurs, on n'en trouve pas assez. Les conducteurs de travaux, on n'en trouve pas assez. Ça signifie qu'il faudrait absolument avoir une politique volontariste en harmonie avec le secteur privé concernant la formation de certains métiers industriels. Sans quoi, nous ne pouvons pas devenir émergents à l'horizon 2025. M. Mongo, avant d'aborder les questions budgétaires et tout en permettant à Saint-Paul-Bar, l'une des grandes figures de nos rédactions, de nos régions de ce plateau, nous allons donc aborder les questions relatives à la défiscalisation d'un certain nombre de produits qui permettraient aux Gabonais, effectivement, par rapport au pouvoir d'achat, de pouvoir accéder à des produits de première nécessité. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de produits qui ont bénéficié de la défiscalisation? Bon, il y a plusieurs produits, hein, des importations, bon, le poisson, la viande, tomates, oignons, ainsi de suite. Bon, je précise que ces mesures, c'est pour gérer de façon conjoncturelle le renchérissement des coûts à l'importation. Mais ça ne peut pas être une réponse permanente à la cherté de la vie. Non. Non. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une réalité. C'est le déséquilibre structurel qu'on a au niveau du marché. C'est-à-dire que nous avons une insuffisance de l'offre des produits alimentaires par rapport à la demande de ces produits alimentaires. Et le reflet, c'est que le Gabon, malheureusement, importe à peu près plus de 300 milliards donc, des produits alimentaires. Donc aujourd'hui, nous importons près de 80%, 85% de ces produits alimentaires. Donc nous subissons tout renchérissement au niveau international. Alors, pour sortir de cette situation, il faudrait que nous puissions augmenter l'offre des produits agricoles sur le marché. C'est pour cela que la politique audacieuse visant à renforcer nos capacités agricoles, c'est un élément de réponse structurelle à cette situation. Le cas du programme Graines, qui a été lancé récemment, obéit à cette logique.
Et les différents programmes qui sont lancés par le ministère de l'Agriculture, c'est pour essayer de renforcer l'offre agricole et sa qualité au niveau du marché. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il faudrait que nous puissions aller vers cette stratégie visant à avoir la sécurité alimentaire au niveau du Gabon. Alors nous allons observer une petite pause avant d'aborder les questions budgétaires de cette émission. Alors, M. Bongo, vous avez effleuré la question budgétaire tout à l'heure. Une loi rectificative est venue ajuster le budget 2015, probablement adopter la tendance étant la baisse. Est-ce que les grands équilibres sont connus? Et deuxième question, la CAN va-t-elle contribuer à remettre en question les ordonnancements préalablement obtenus? Et que, justement, l'obtention de l'organisation de la CAN pour 2017 au Gabon a laissé un certain nombre de personnes perplexes, enthousiasmer beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez articuler une réponse par rapport à cet événement? Bon, d'abord, en ce qui concerne la loi finance législative, vous avez parlé des grands équilibres. Bon, il est clair que cet ajustement fait apparaître un déséquilibre, mais qui s'équilibre par la suite. Le déséquilibre, c'est que nous nous accordons sur un déficit budgétaire qui sera aux alentours de 3% du PIB, 3,5% du PIB. Mais ce déficit est couvert donc à la fois par le recours de certains financements extérieurs, le tirage extérieur pour le financement des investissements, et puis le recours au financement à travers les émissions obligataires sous-régionales et puis internationales prévues. Donc nous n'avons pas de gap de financement prévu, mais voilà, c'est cette situation. Je précise qu'on a eu un choc brutal. Il a fallu prendre certaines mesures aussi pour renforcer le recouvrement des recettes, mettre fin, réduire de façon considérable les dépenses fiscales, donc les différentes facilités, exonérations qui sont observées au niveau douanier, au niveau aussi des recettes fiscales, sans pour autant, je précise, accroître de façon incontrôlée la pression fiscale. Donc c'est mieux recouvrer les recettes pour rendre ce budget finançable, mais il est clair que la situation est difficile et il faudrait la rigueur. Maintenant, au niveau de la CAN, c'est une très bonne chose. Ça offre les perspectives pour notre jeunesse aussi. Bon, moi, je suis sportif, donc je suis content que la CAN se déroule au Gabon. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes dans ce contexte de morosité économique, dans ce contexte de fragilité des finances publiques par rapport au choc brutal. Est-ce que le Gabon serait capable de financer les infrastructures? Est-ce que la CAN va plutôt entraîner une aggravation des équipes budgétaires? Bon, vous savez, je pense que nous avons déjà l'essentiel. Nous avons le stade de l'amitié qui est là, bon, le stade de Omar Bongo Ondimba, bon, qui reste à finaliser. Bon, là, il est financé puisqu'il y a un emprunt qui a été tiré depuis, donc ces travaux seront achevés. Maintenant, il resterait pour le Gabon de financer deux stades, le stade d'OIM et le stade de Port-Gentil. Et quand je vois à peu près les montants qui sont alloués, on a tenu compte de cette situation. On n'est pas allé dans un affolement de la dépense, donc il est clair que tout ce qui sera fait sur le lendemain des infrastructures routières, énergétiques, c'est positif pour l'économie. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que la CAN ne soit une occasion pour un affolement de dépenses, pour qu'il y ait des dépenses incontrôlées, à la fois dans l'organisation et au niveau de tout le reste. Mais je pense que mon collègue, le ministre du Budget, y veillera, parce que les instructions étaient claires de la part du chef de l'État. Alors, l'exécutif gabonais, incarné par le président Ali Bongo Ondimba, a appelé de ce vœu l'organisation des assises de la fiscalité. Vous en avez été le grand maître d'œuvre. Samporo Mbaba va se faire le plaisir de vous interpeller sur cette problématique. Samporo. Monsieur Régis Mongo, bonsoir. Bonsoir. Alors, les assises fiscales, c'était il y a quelques semaines. Comme il y a eu les assises sociales il y a quelques mois, beaucoup de Gabonais disent que c'est des assises de trop. Au fond, qu'est-ce que le contribuable, de façon simple, peut retenir de ces assises? Mais permettez-moi d'abord de revenir par rapport aux assises sociales. Je ne suis pas sûr et certain que ce soit des assises de trop par rapport aux assises sociales. Parce qu'on voit aujourd'hui les effets de cela. Vous regardez comme moi la télé, vous voyez les réactions des gens par rapport à ce qui se fait aujourd'hui pour essayer de booster les AGR, de permettre aussi d'avoir plus d'allocations familiales vers les couches les plus pauvres. Donc,
Moi, je pense que ce n'est pas du tout la perception du Gabonais qui est là-bas au niveau de Mulundu, qui est là-bas au niveau de Migou, qui commence à constater qu'il y a une amélioration au niveau de ce qu'il reçoit comme prestations sociales. Donc, il y a un effet qui est là. C'est vrai qu'on peut penser que ce n'est pas grand-chose par rapport aux problèmes sociaux qu'il y a, mais c'est déjà une action. Alors, une assise de trop, je ne pense pas. Parce que la fiscalité a un rôle essentiel au sein d'une économie. D'abord, trop d'impôts tue l'impôt. Il ne faudrait pas que nous puissions accroître la fiscalité de façon incontrôlée. Mais il faut que la fiscalité puisse permettre à l'État d'engranger des revenus, mais puisse permettre aux entreprises de développer leurs activités, renforcer la compétitivité, permettre aux ménages à la fois de mieux épargner, d'où l'importance d'une fiscalité des ménages. Au cours de ces assises, nous avons constaté de façon objective. On a analysé le système fiscal gabonais, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et comment renforcer ce système en le modernisant, en permettant que ce système puisse renforcer la compétitivité des entreprises et puisse permettre aussi de renforcer l'épargne des ménages. C'est ça la problématique. Et à l'issue de ces assises, nous avons eu arrêté avec le patronat et les différents acteurs, à la fois le côté local, une feuille de route, un plan d'action. Des mesures immédiates, des mesures à court, moyen et long terme. Bon, nous n'avons pas le temps, mais je suis prêt à revenir au cours d'une mission pour vous parler en long et en large de ce qui a été arrêté. Cela devait permettre à inciter les ménages à épargner. Cela permet de mieux capter aussi des impôts qui ne sont pas recouvrés par nous, par exemple l'impôt foncier. Bon, plusieurs d'entre nous, Gabonais, nous ne payons pas la taxe sur les loyers. Nous ne payons pas la taxe foncière. Nous avons des terrains qu'on n'arrive pas à immatriculer. Tout cela, il faut capter pour permettre de renforcer les ressources de l'État. Nous avons beaucoup d'avantages fiscaux, les dépenses. On va à la douane, des abattements de 80%, 70%, on ne paye même pas les droits de douane. Ça crée des distorsions. Parce que vous me connaissez, vous ne payez pas vos droits de douane. Lui qui ne connaît pas le ministre de l'économie, qui ne connaît pas un douanier, il va payer les droits de douane. Il faut ramener aussi l'équité fiscale et douanière à ce niveau. C'est tout ce qui a été arrêté qui devait permettre donc d'effectuer un saut quantitatif au niveau donc des recettes douanières. De façon concrète, M. Régis Mongo, les impôts sur les sociétés, est-ce qu'il y a un plus? Est-ce que les Gabonais peuvent attendre des sociétés, notamment les multinationales, qu'elles payent plus? D'autre part, est-ce que, ou plutôt, à quand un impôt sur la fortune? Parce que, de façon très claire, il y a de plus en plus de riches au Gabon et les populations sont tout aussi pauvres. Bon, d'abord, l'impôt sur les sociétés, actuellement, il est droit commun, il est à 30%. Nous ne pensons pas augmenter. D'ailleurs, dans le cas des résolutions, c'était de diminuer l'impôt sur les sociétés, de le ramener à 25%. Sur le principe, nous ne sommes pas contre. Mais il y a des préalables. Nous voulons d'abord mieux renforcer la neutralité de la TVA avant d'arriver à une réduction de l'IS de 30 à 25%. Ce que nous comptons, c'est plutôt capter vraiment le maximum, parce que l'informel qui échappe absolument à la fiscalité, nous comptons absolument le capter. Maintenant, l'impôt sur les fortunes, bon, vous savez, ça ne résout pas tellement le problème. Bon, mais nous sommes prêts à regarder. D'abord, il faut qu'on constate un peu le nombre de fortunes. Mais il ne faudrait pas décourager les fortunes. Les fortunes, par rapport aux fortunes qui sont créées par les activités économiques, ainsi de suite, il serait souhaitable plutôt d'encourager dans ce sens. Mais l'impôt sur la fortune, c'est un débat, et peut-être qu'un jour on arrivera à cela. Mais pour l'instant, dans la résolution, nous n'avons pas pris la décision de créer un impôt sur la fortune, là, immédiatement. Alors, on a parlé de libre circulation, la peur de certains Gabonais de voir de plus en plus d'immigrants, mais la peur surtout de voir ces immigrants envoyer de plus en plus d'argent chez eux. Parce que l'une des grandes souffrances, effectivement, c'est quand vous arrivez dans des sociétés qui font du transfert d'argent, ces sociétés, souvent en complicité avec les clients, acceptent que ces clients-là puissent envoyer plus que ce qui est prévu. Vous avez un monsieur qui arrive avec 3 ou 4 millions, la société lui demande très clairement de venir avec 3 ou 4 personnes pour envoyer les 4 millions. Donc il y a de plus en plus d'argent qui sort du pays. Comment est-ce que vous comptez régler ce problème au niveau du gouvernement? Vous avez posé un problème réel. C'est vrai que nous sommes dans une zone où on doit toujours encourager la libre transférabilité des fonds. Maintenant, il y a ces institutions, MoneyGram et tout le reste, bon, Western Union, où nous avons un regard dessus, mais vraiment je préfère ne pas dire ce que nous sommes en train d'envisager actuellement. Mais vous avez raison, nous sommes en train de travailler avec l'Agence nationale d'investigation financière et avec les impôts pour
avoir une stratégie, là ils sont en économie aussi, une stratégie qui viserait à mieux contrôler, à renforcer les contrôles, mettre en place des principes aussi, parce qu'en dehors de ça aussi, il y a des aspects que nous devons voir, si ce ne sont pas des actions, aussi des blanchiments. Donc avec le GABA, nous avons une action à ce niveau, mais je préfère ne pas dire ce que nous sommes en train d'envisager, parce que ce sont des actions qu'il ne faudrait pas divulguer avant. Monsieur le ministre de Tanko, je sais que M. Dépé voudrait reprendre la parole, mais je voudrais vous poser une question que beaucoup se posent. Le plan stratégique Gabon émergent qui suscite tellement d'espoir, jusqu'à ce jour, 6 ans plus tard, beaucoup ne savent pas réellement comment il est financé. Or, nous savons que le Gabon fait face à la difficulté, au choc pétrolier négatif, du moins à la chute du baril du prix du baril du pétrole. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce PGE est financé de façon très claire? Écoutez, bon, ça c'est une question. Le PGE aujourd'hui... D'autant plus que ça vous interrompt, M. Eddy Simongo, on a l'impression que tous les chantiers sont en berne et que les entreprises qui étaient impliquées ferment les unes après les autres. Est-il excessif de dire que le gouvernement connaît une passe difficile du point de vue de sa trésorerie? Mais c'est clair, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans une situation d'excès de trésorerie. Le Gabon, de 2010 à 2013, a eu des budgets d'investissement qui étaient très importants. Mais il a fallu s'ajuster en 2014. Si nous sommes passés d'un budget d'investissement qui était de 1000 milliards à 600 milliards, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, absolument. Donc le budget d'investissement public, qui a été l'un des éléments forts de la croissance sur cette période, a été réduit. On va dire comment, de 40% en 2014. Et nous maintenons cette tendance. Bon, ce que nous voulons, c'est que le secteur privé puisse jouer le rôle de relais. Maintenant, vous dites que le PSE, vous ne voyez pas comment il est financé. Je pense peut-être que nous n'expliquons pas trop ce qui se passe. Il serait peut-être souhaitable que vous puissiez m'inviter pour une émission, ou bien le coordinateur général du PSE, pour faire l'évolution du PSE de 2010 jusqu'en 2015. Une invitation pour la prochaine émission. Et bien sûr, avec joie, je viendrai pour vous montrer ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, parce que j'ai la faiblesse de croire que peut-être nous ne faisons pas des efforts de communication. Parce que quand j'écoute les interventions de certains députés à l'Assemblée qui s'interrogent, qui osent affirmer que depuis 2010, il n'y a pas eu d'industrie, il n'y a pas eu d'usine. Oh là là, on est dans quel Gabon? Monsieur Mongo, j'ai pas de complexe métallurgique, c'est qu'il y a une usine, des industries de bois, ce sont des usines. Peut-être que nous avons un problème. Il faudrait qu'on communique mieux, il faudrait qu'on puisse présenter aux Gabonais exactement ces projets. Pour montrer, voici tel projet, il a commencé en telle année, aujourd'hui il est effectif, parce que les Gabonais ont besoin de voir cela, c'est très important. Alors, monsieur Ngoé, êtes-vous en train implicitement d'admettre que la communication gouvernementale bat quelque peu de l'aile? Mais écoutez, dans ce domaine, le Gabon était toujours faible au niveau de la communication, même au niveau international. Il faut reconnaître cela. Parce que j'ai vu dans le cadre des rencontres internationales, ce que les autres pays ont comme stratégie avancent par rapport à leurs actions. Et le Gabon, qui fait peut-être même plus que certains États, n'arrive pas à avoir le même effet au niveau international. C'est un élément essentiel. Je pense qu'à ce niveau, nous avons une faiblesse. Et le chef de l'État, il a signifié à maintes reprises, il a dit que le gouvernement devait faire des efforts de communication. On fait, mais c'est pas encore vraiment, on n'a pas atteint, je puis dire, l'apogée en matière de communication. Il faudrait que nous puissions mieux communiquer en français facile. Alors, il reste 5 questions, dont 2 dernières questions, une de sa parole. Oui, je vais basculer sur la taxe carbone. Mais avant de basculer, peut-être une toute petite question, répondez-nous de façon très claire. Alors, il y a des chantiers qui étaient des chantiers majeurs du PGE, comme la zone de Coq et surtout la marina. Alors, la marina, c'est terminé. Quand est-ce que les travaux vont reprendre? Sinon, d'abord, la zone de Coq. D'abord, la zone de Coq. Allez, je pense que la prochaine fois, au Canal 7, pourrait aller avec le conseil en communication, moi-même, au niveau de Coq, pour voir l'évolution à Coq. Nous pouvons considérer que cette zone est en activité. C'est vrai qu'on n'a pas atteint la vitesse de croisière, nous ne sommes pas à 100% des activités, mais aujourd'hui, les activités, et la stratégie que nous avons, c'est de renforcer les activités au niveau de Coq. Coq est une réalité. Ceux qui vont visiter Coq, la dernière fois, les opérateurs belges sont partis à Coq, ils étaient émerveillés, et il y a beaucoup qui sont intéressés. Il faudrait que nous puissions mieux vendre Coq,
Mais Coq, c'est une réalité. Donc, il faudrait que les Gabonais aillent visiter ce qui se fait au niveau de Coq. Alors, nous faisons le choix de deux dernières questions. Maintenant, la marina. Parce que la marina, c'est pas la fin. La marina, c'est pas la fin. Je précise à ce niveau que la marina, dans le cas la stratégie que nous avions, c'était de viabiliser une partie et après d'avoir un véhicule, une société privée qui devait pouvoir donc poursuivre ces travaux. Et nous sommes dans le cadre de la finalisation des accords afin de permettre donc la fin de ces travaux et que la structure privée sera chargée, dans le cadre d'un partenariat avec le fonds souverain, sera chargée de pouvoir donc mettre en activité, vendre ces différentes parcelles afin de rendre ce projet à la fois actif et rentable pour l'économie gabonaise. Alors la taxe carbone, il nous reste juste 2 minutes, Michel va reprendre la parole sinon. Mais la taxe carbone, est-ce que votre ministère, est-ce que le gouvernement pense s'appuyer sur les revenus qui peuvent en découler? Vous savez, c'est important. Si aujourd'hui le problème du changement climatique, un développement durable est sur la table des différents forats financiers internationaux, c'est que c'est une réalité qui doit concerner le ministre des Finances. Et dernièrement, je disais au Comité monétaire et financier international, c'est un point qui a été abordé. Lors de la réunion des ministres des Finances, la zone franc Bamako, nous sommes revenus là-dessus. Parce qu'il faudrait que nous puissions profiter des opportunités qui apparaissent par rapport au financement, par rapport à la taxe carbone, afin de renforcer nos capacités. Et le Gabon aujourd'hui, qui a une action qui en avance même par rapport aux autres pays dans le cadre des stratégies de changement climatique, devait profiter de cet espace. Donc le ministère de l'économie ne peut qu'être au centre de cette politique en sachant que tout développement économique doit avoir une option de développement durable. Merci, monsieur. Alors, monsieur Imongo, nous avons le lien du droit de cette émission. Nous sommes quasiment à la fin, il nous reste à peine 2 minutes. Nous avons le choix entre évoquer le chômage des jeunes, les agents de notation. Quel pourrait-il vous sembler le plus? Non, mais les deux sont importants. Et je veux commencer par l'agence de notation. Les deux sont importants. Agence de notation et chômage des jeunes. Alors, notation, en effet... Nous avons concocté un reportage en principe qui doit être diffusé, compte tenu du temps. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse, en quelques mots, de nous résumer? En quelques mots, vous résumez quoi? Qu'est-ce que l'agence de notation? La notation permet aux investisseurs financiers d'avoir une appréciation sur la qualité de la dette souveraine des États. Donc, une agence de notation, quand elle émet sa note, c'est de voir, elle émet un avis sur la capacité du pays à pouvoir remplir ses obligations financières en matière de remboursement de dettes ou bien de contraction de nouveaux emprunts, principalement, de façon simple. Le Gabon, en effet, a subi, comme tous les pays exportateurs du pétrole d'Afrique, et même au-delà, puisque on a, dans les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et dans les pays aussi d'Amérique, il y a eu une révision à la baisse de la notation souveraine. Le Gabon a été dégradé par Fitch Rating, d'ailleurs récemment même. Nous sommes à B+, perspective stable, au lieu de BB-. Standard & Poor's aussi, nous avait dégradé, nous sommes à B+, perspective stable. Et il y a Moody's, nous sommes, je pense, à 3 à peu près. Alors, cette situation retrace clairement l'évolution de la situation financière du Gabon. C'est-à-dire que nous avons un choc brutal des recettes et aujourd'hui, dans notre notation, on ne voit pas absolument de façon bel et bien claire comment le Gabon arrive à supporter ce choc brutal par rapport à ses finances publiques. Parce qu'il est clair que la signature de Gabon est durablement écornée? Non, pas du tout. Parce qu'elle n'est pas écornée. Parce que la preuve, c'est que pour l'instant, nous avons beaucoup de bailleurs de fonds qui sont intéressés à financer les projets gabonais. Mais c'est d'attirer l'attention, de dire que la situation est difficile. Le Gabon n'a pas de grosses réserves. Il faut le reconnaître, parce que dans les points qu'il faut ressortir, c'est que nous n'avons pas eu à abonder le fonds souverain, on n'a pas créé un fonds de stabilisation qui aurait permis de mieux atteindre le choc brutal des cours du pétrole sur les finances publiques. Bon, le chef de l'État a créé ce fonds de stabilisation. Ce sont des éléments qui vont venir rassurer la communauté financière, mais il est clair que ces messages, il faut que le Gabon puisse poursuivre des actions dans le cadre des réformes structurelles pour permettre que, à la fois, ces finances publiques puissent être soutenables et que nous puissions avancer dans la diversion de l'économie, qui va permettre de résoudre les problèmes du chômage de la jeunesse. Parce qu'il est clair aujourd'hui que le chômage des jeunes, c'est à peu près 30%
du chômage de la population. Il faut donner des perspectives à notre jeunesse à travers la formation, à travers certains projets avec utilisation intensive de main-d'œuvre, à travers certains programmes, le programme agro-industriel de graines, d'ailleurs obéit aussi à cette logique, afin que nous puissions offrir beaucoup d'opportunités à notre jeunesse par rapport au marché de l'emploi. Alors, M. Mongo, nous voyons au contraire de terminer cette émission. Nous souhaitons aborder encore plus de thématiques, et ce qui nous permet sûrement, compte tenu des problématiques qui concernent votre département ministériel économique gabonaise, de vous avoir à nouveau dans une de nos émissions, lorsque vous le souhaiterez. Et aux téléspectateurs, avant, tout en permettant à M. Mongo de signer le livre d'or de cette émission inaugurale, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs pour notre prochaine édition qui aura lieu assurément la semaine prochaine. Et nous leur disons donc à bientôt.